Bon alors, la tactique elle est simple. Hein. On va leur rentrer dans le chou à ces merdeux. Ils nous ont traités de gonzesses, on va leur faire voir si on a des petites vites. Je veux que vous me les défonciez. Do some. Get busy, get busy, do some. Get busy, get busy, get busy. Get busy, get busy, get busy. Get Busy Show. Get Busy Show, l'émission la plus irrégulière que tu suis régulièrement. Get Busy Show, l'émission de mauvais goût au service du mauvais esprit, à moins que ce soit l'inverse. Get Busy Show, c'est ton émission de radio préférée, comme d'habitude ambiancée par le prince des ténèbres, l'homme qui a déjà fait user de sa vague ressemblance avec Olivier Cachin pour avoir des disques gratuits, l'homme qui me doit 5 francs depuis les années 90, Cher. C'est Texaco qui doit 5 francs, moi je suis une star. Comment ça va sinon ? Très bien, très bien. T'es content d'être là ? Oui, toujours. Moi je suis content d'être là. Je suis content d'être à côté de toi. La dernière fois j'étais loin. Il y a un peu d'homosexualité dans ton Ouais, mais il faut que ça sorte en plus devant la caméra. Les gens voient cette complicité, je suis sûr que ça leur plaît. Aujourd'hui on a un plateau de rêve, un plateau qui fera rêver les gens. Alors on va en profiter, on va faire le tour d'abord des chroniqueurs et après des invités dans le coin rose. Le Black Mamba des Francs-Moisins. L'homme dont la nameplate fait rêver les gens dans tout Châtelet. Celui qui fait se consumer la weed à la force du regard. Eros. Bonjour. Comment ça va ? Je t'aime pas trop déjà, alors tu vas y aller doucement, mais ouais, pour l'instant ça va. Le fameux racisme anti-blanc. Ouais, c'est toujours pareil. Non, ça va, les autres ça va. Lui. Mais il est plus blanc que les autres, lui, plus blanc que les blancs. Mais c'est parce qu'on mesure les blancs. Ah ouais. Bon, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Il est limite trop blanc. On finit, vous parlerez après. Dans le coin orange fluo, l'homme qui m'a tout appris alors que je savais déjà tout. Le vrai nègre de la pègre. The most dangerous Togolian alive. Free worker. Comment ça va ? Bonjour. Et toi, tu me dois vraiment 5 francs. Je te dois depuis tout. les années Je te dois 80. tout. Je te dois même un rein, je crois, de la dernière fois que tu m'avais prêté pour que je puisse aller jouer avec les enfants de mon âge. Et je te l'ai jamais rendu. Comment ça va ? Bah écoute, ça va plutôt bien. Très content d'être là aujourd'hui parce que je suis un peu en période d'essai. J'ai un peu squatté aujourd'hui. Je vais prendre le pouvoir très bientôt, je vous l'annonce. Mais je suis très content d'être avec vous. Toujours se méfier des Asiatiques. Ah, c'est coréen du Nord. Free Worker n'est pas asiatique. Dans le coin jaune, celui qui a une photo de profil avec Prodigy qui dort sur sa poitrine. 1m60, ça dort sur ma poitrine, effectivement. Celui qui reste à jamais gravé dans les souvenirs d'Armen. Ouais. L'homme qui a retrouvé la parole en regardant des photos de yoga sur internet. David. Comment ça va ? On peut le dire parce qu'on peut sortir les dossiers dégueulasses qui a travaillé longtemps à l'affiche. Ah, j'ai pas à rougir, finalement, ça. Sous le chapeautage de Jean-Pierre Sec, ça va. Aka Jay-Z. Ça rend légitime. Dans le coin rouge, celui qui est venu à 60 km à l'ouest de la capitale, qui a préparé son attaque bestiale emmenée par les crèves la dalle. Weedy, comment ça va ? Ça va très bien. Bon, Weedy qui parlera, Cher va le faire vomir sur un peu tout, je crois, sur les dossiers du hip-hop. Non, pas du tout. Et c'est puis, pas son style. Et puis messieurs, remontez vos pantalons, car il y a une dame qui est là. J'ai un peu l'impression d'avoir emmené une proie à fournirait, mais je l'ai fait quand même. En même temps, tu la présentes en dernier. Ben oui, mais parce que c'est la politesse. Parce que comme ça, vous avez tous eu le temps de... C'est un peu comme un dessert, quoi. On a Marie d'Empoigne qui vient... En plus. Marie qui est là pour nous parler de son livre qu'elle a écrit en tant que... tu as travaillé dans un sex shop, voilà, je ne vais pas non plus tourner autour du pot pendant un moment. On va le montrer, ouais, David. Ça s'appelle « Et ça se met où ?» C'est des petites chroniques de vendeuses de sex shop. C'est ça. Voilà, on parlera de tout ça. Par quoi on commence ? Quelqu'un veut parler du petit Grégory ou pas du tout ? Punchline, c'est bon. On va peut-être commencer à parler on va peut-être parler de Prodigy un petit peu, puisque tout à l'heure on a du Mobb Deep dans les oreilles. Prodigy qui est mort donc la semaine dernière. Qui veut commencer à parler ? Et la famille Vuillemin n'a rien à voir dans la mort de Prodigy. Non, Bernard Laroche a un alibi surtout. Bah David, puisque toi t'as plein d'anecdotes new-yorkaises avec Armen, avec Prodigy. J'ai vu que tu m'as déjà fait le coup, parce que j'ai reçu un coup de téléphone à la maison d'un journaliste en me disant « Cher m'a refilé ton numéro, t'auras sûrement plein d'anecdotes à me raconter, mais j'en ai pas la moindre en réalité. » Donc par rapport à Prodigy, c'est ce que j'expliquais aussi à ce journaliste de Noisy, j'étais avant tout fan, quoi, en réalité, tu vois, c'est vraiment une icône de ma génération. Toi, c'est vrai que t'as toujours pointé du doigt que ton âge d'or, c'était l'âge d'or un peu avant cette époque-là.
Et mais pour ma génération à moi, l'âge d'or vraiment du rap new-yorkais, du rap américain, c'est celle-là, c'est celle des années 92, 97 finalement, et qui s'incarne bien avec Prodigy, avec le son de Mobb Deep, avec tout ce qu'ils ont amené. Donc voilà, c'est vrai qu'étonnamment, moi je suis pas quelqu'un qui est très émotif, on va dire quoi. Je l'ai pas été non plus là, mais ça m'a un peu plus touché que le décès d'autres artistes, d'autres rappeurs. Que Louis Nicolas. Louis Nicolas, un grand artiste. Vu l'état d'Herbert Léonard en ce moment, tu diras peut-être pas ça dans pas longtemps. Il y a ce côté crooner que je respecte chez Herbert Léonard, qu'il y avait un peu moins chez Prodigy. Tu sais qu'Herbert Léonard est un grand spécialiste de l'aviation soviétique. Ouais. Exactement. Ah, les anecdotes qui fermez vos gueules et rentrez chez vous maintenant. En règle générale, pour rebondir sur ce que dit David, c'est qu'en règle générale, et ça s'est passé pour Sean P par exemple, il y a 2 ans maintenant je crois, quand vous suivez les réseaux sociaux etc, vous remarquez que effectivement ce rappeur-là, cet artiste-là, la mort de cet artiste a ému beaucoup de gens, et au-delà effectivement des effets de buzz, des choses comme ça où tout le monde a sorti sa petite photo avec lui parce qu'il était passé il y a 2 ans pour les 20 ans de l'album de Mobb Deep. Voilà, c'est quelqu'un qui a été très apprécié, à juste titre d'ailleurs, artistiquement et humainement. Voilà ce qu'on peut retenir. C'est un bon indicateur en tout cas de la popularité de quelqu'un en tout cas. Bah, la mort c'est toujours un bon indicateur de la popularité des gens parce que les morts sont toujours des chics. Exactement, on adore toujours les morts une fois qu'ils sont morts, mais un peu moins de leur vivant, et c'est vrai que quand tu regardes aussi bien Sean Price qui était un artiste assez underground, Mobb Deep qui pareil, on va dire comme tu dis ça a été l'âge d'or au début des années milieu des années 90. On est quand même depuis pas 10 ans Mobb Deep c'était pas le haut du pavé à part les dates anniversaires, c'est pas. Et là on n'est pas au même niveau de. On se rend compte de l'importance, tu vois, et puis voilà. Après il y a des gens qui ont un certain âge, qui ont dû écouter que de la trappe toute leur vie et qui parlent de Prodigy comme s'ils avaient grandi qu'avec ça. Bon, c'est comme ceux qui étaient au Globo et qui sont nés en 2000 quoi, tu vois. C'est un peu la même chose quoi. Mais très très objectivement, c'est vrai que comparer Sean Price à Prodigy, c'est difficile parce que Prodigy, c'est vraiment quelqu'un qui a apporté quelque chose. Je veux dire, l'entité Mobb Deep, pas simplement Prodigy, parce que à travers sa mort, on éclipse beaucoup aussi le rôle qui a pu être celui de Havoc, qui a été vraiment fondamental parce que l'identité Mobb Deep, le son Mobb Deep, la saga Mobb Deep, tout ce qui lui a donné sa saveur et son caractère unique, c'est les 3 albums, les 2 principaux albums des Infamous et Hell on Earth. Donc finalement c'est Havoc autant que Prodigy autant qu'Havoc, c'est vraiment un binôme, c'est vraiment une fusion. Et puis quand tu regardes, c'est un peu une période aussi, c'est vraiment le dernier sursaut, le dernier âge d'or new-yorkais réellement. Parce que c'est toute l'époque de Loud Records aussi, donc tu avais à la fois Mobb Deep et l'émergence du Wu-Tang, tout ça à la même période, et c'est avec Nas aussi, Matic et tout ça, et donc c'est un peu la fin du règne new-yorkais réellement un peu quelque part. Pour moi ça symbolise un peu ça. Mais en même temps, la renaissance new-yorkaise. Il y avait le sursaut parce qu'à un moment donné, la West Coast, c'est déjà en train de prendre parce qu'on est dans un timing où et ces gars-là, ils ont remis dernier sursaut d'orgueil new-yorkais, on va dire ça. New York reprend les rênes à ce moment-là. Alors qu'ils les avaient perdus, alors que Dre, que Snoop, alors que la G-Funk et tout ce qui se passait à Los Angeles était en train de cartonner. Là, et en plus, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, je trouve, à analyser même le rapport avec Loud Records, le street marketing et ce côté un peu, cette pureté créatrice. C'est-à-dire que Mobb Deep, ils arrivent et à aucun moment, ils édulcorent leur son. À aucun moment, on leur demande d'arrondir les angles. C'est aussi une époque qui... Il y a eu la période 50 quand même où à un moment donné je parle de l'époque Loud Records. Je parle absolument pas d'une période. Des icônes aussi, c'est surtout la relation que le public a avec eux, de la façon dont ils ont géré leur mariage avec les majeurs, avec les quelques labels avec qui ils ont bossé, et la façon dont ils ont terminé leur carrière aussi en se faisant signer par un de leurs fans. 50 a commencé en étant fan de Mobb Deep quoi. Donc et c'est une expérience qui n'a pas été très loin. Pour moi, qui leur a pas rapporté, mais Prodigy en parlait quand même comme d'une bonne expérience, un moment où personne n'aurait jeté une bouée pour les aider quoi. Il y a que 50 qui est sorti du bois pour mettre des ronds sur eux. Donc il représente aussi le fait de jamais se coucher devant certains principes. Et beaucoup de rappeurs aujourd'hui, ils s'en moquent complètement, c'est-à-dire que c'est même pas sur leur agenda. S'il faut aller faire des voix de dessins animés, vendre des cornflakes ou quoi que ce soit, ils le feront.
ils ont toujours gardé, malgré les millions, je pense qu'ils ont dû avoir et dépenser, ils ont toujours gardé cette affiliation avec le pire des projects de New York. Et l'ont toujours porté avant même Mobb Deep, quoi. C'est-à-dire qu'ils portaient un quartier sur le dos, ils portaient autre chose. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, Queensbridge, c'est le project, c'est-à-dire la cité la plus grande des États-Unis. La plus grande cité des États-Unis. Ouais. Et ça, en fait plus que des icônes, comme vous disiez, ils étaient les derniers défenseurs de New York avec Wu-Tang, etc. Au moment où New York n'était pas vraiment fort, mais ils arrivaient carrément à deux à se mettre en face de tout le reste du pays, lyricalement parlant, professionnellement parlant. Ouais, parce qu'il y a aussi vraiment la dimension musicale qui fait que moi, par exemple, pour montrer à mon fils ce que moi j'appelais le hip-hop dans ce que j'appellerais sa pureté, je l'ai emmené voir Nas et Mobb Deep. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, mais ce sont finalement... Et aussi PMD, mais tu vois, vraiment là pour moi le carrefour, il était vraiment dans les gars qui représentaient Queensbridge, quoi. Ouais, et a posteriori, ce sont peut-être Illmatic, The Infamous, les albums new-yorkais typiques qui ont le moins vieilli et qui au final passent les années, alors que souvent 20 ans après il y a des albums, ils ont pris un sacré coup dans la gueule, et là c'est absolument pas le cas, je trouve. On peut moi j'ai été plus marqué dans ma jeunesse par Public Enemy par exemple, mais ça va être difficile de montrer à la nouvelle génération parce que ce que représente Public Enemy. Le problème du son Public Enemy, c'était un son très chargé, très saturé, et qui a vieilli. Qui a vieilli. Alors que par exemple, si tu prends à la même époque, tu prends le deuxième album de Public Enemy, qui est le truc, ou par exemple un Eric B. Rakim, ça traverse plus le temps que Public Enemy, parce que Public Enemy, c'est très daté, quoi, tu vois, c'est très daté. Et effectivement, Mobb Deep, ça a plus le profil à traverser le temps, quoi. C'est vraiment l'espèce de rap new-yorkais. Et même en termes de positionnement, quoi. Je pense, tu vois, Public Enemy, ça reste quelque chose, on le sait, de très politisé. Qui a parlé, qui continue à parler, mais Mobb Deep c'est encore autre chose. Tu vois, il n'y a pas cette prétention à la politisation chez Mobb Deep. Déjà d'une, et puis il y a autre chose, c'est que bon, tu regardes Public Enemy, pour moi, on va dire, allez, il y a 3 albums sur compte Fear of Black Planet que personnellement j'aimais moins que les 2 premiers. Ouais, mais t'es blanc. Il l'a pas toujours été. Non, c'est pas vrai. Et en plus, il l'a pas toujours été, je veux dire. Et alors que Mobb Deep, il y a quand même une longévité et perpétuellement des albums qui sont quand même où il y a toujours des 2-3 morceaux conséquents. Quoi, mais puisqu'on parle de Public Enemy, ils sortent justement pour les 30 ans du groupe. Là, il y a un album en téléchargement gratuit sur leur. Je l'ai survolé un peu hier, c'est difficile. C'est moins difficile que l'album d'avant qui était sorti physiquement, Man Loves God Plane. C'est pour ça que des fois. C'est peut-être dur à dire, mais c'est peut-être préférable de mourir, voilà, fauché en pleine gloire. C'est pas le cas de Prodigy. Parce que d'ailleurs, on a souvent... Qui se propose d'aller buter Chuck D. On a souvent pleine gloire à 60 ans quand même. Cette conversation avec Cher, c'est le rap est-il générationnel ou pas? Et à la fin du compte, est-ce qu'il peut vieillir? Il y a des mecs qui font que le rap est générationnel, et il y en a qui font que le rap est intemporel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, à chaque fois que Nas y sort, ça me gêne pas d'entendre ses sons, parce qu'à chaque fois, je trouve qu'il y a une ancienneté dans le son qui est toujours moderne, qui est toujours à l'avance, quoi. Tu vois, je veux dire. Et effectivement, Public Enemy, pour le coup, c'est daté. Donc, un mec comme Public Enemy, ouais, ça te fait penser que le rap c'est générationnel. Un groupe, ouais. Ça te fait penser que le rap est générationnel, et un gars comme là, ça fait penser que le rap est intemporel, quoi. Surtout, je trouve. Le problème de Public Enemy par rapport à Mobb Deep, comme on disait, c'est qu'ils sont politisés, donc ils représentent une époque, ils représentent un combat en face d'une certaine administration, d'une certaine façon de voir, qui évolue comme tout. Et qui pendant longtemps a été dépassé. C'est-à-dire que maintenant, bon, ça revient, tu vois, notamment aux États-Unis avec Black Lives Matter et des choses mais comme ça. Mais c'est grâce à Donald Trump. Mais on a eu les meilleurs albums de rap sous George Bush. C'est souvent le cas. Grâce à Donald Trump, l'espoir renaît. Mais et c'est important que ce discours il puisse se structurer encore une fois. Mais Mobb Deep, je trouve que et c'est pour ça aussi qu'il y a eu cette influence. Et on a eu du meilleur rap sur Sarkozy que sous Hollande. C'est vrai. C'est vrai que sous Hollande, on a plus de rap français. Arrête de sous Hollande, on a eu Jul quand même. Ça, c'est impardonnable. Mais c'est vrai que ça discute. Et donc on a la politique et le rap qu'on mérite. Et moi je propose qu'on écoute un morceau de Prodigy. Moi je dis que ce mec a raison. Voilà, avec Alchemist. Parce qu'ils ont quand même aidé, enfin c'est pas eux qui ont fait Alchemist. Alchemist a volé Prodigy. Voilà, ils l'ont quand même machin. Et le morceau s'appelle Keep Your Heels On, c'est donc ça veut dire garde tes talons. En vérité, c'est pour ça que t'as choisi ce morceau. C'est pas écrit, mais derrière il y a salope. Garde tes talons, salope. And take your clothes off. Il se passe quelque chose de très important. Quoi? Une nouvelle idée?
Écoute mon vieux, c'est bien simple. Si je me gourre pas, je crois que c'est la plus belle de toutes. Démoniaque. Mon chef-d'œuvre. Quoi, vas-y. Yes! North side, west side, C'est toujours Get Busy Show, avec toujours les mêmes gars, sauf qu'il y en a qui sont partis, mais revenus peut-être, on sait pas. On est toujours avec Eros, Free Worker, David, Weedy, Cher, moi-même et Marie. Et je sais pas si on a fini sur Prodigy ou quelqu'un veut encore quelques petites anecdotes. On pourrait faire 10 émissions sur. On parle de son livre de cuisine. Son livre de cuisine, comment faire la cuisine en prison. Ce qui est assez intéressant et ce qui rejoint aussi finalement le Prodigy malade, parce que c'est un livre sur un peu la healthy food à destination des gens et sachant qu'il avait la nécessité lui-même justement pour booster son organisme de mieux manger, finalement il a fait un peu d'une pierre deux coups à travers ce bouquin. C'est plutôt un livre comment améliorer son quotidien avec ce que t'as. Comment faire fermenter des fruits pour te faire une sangria, comment faire une sauce au fromage avec des gâteaux apéritifs que t'écrases et que tu mélanges avec je sais pas quoi. Tout est fait à base de dosettes de ketchup, etc. Je suis pas sûr que ce soit très sain. Très sain. Ouais. Bon, en prison. Après, tu peux faire ton anniversaire. Tu peux ouais. faire ton anniversaire, inviter des copains et puis voilà. Tes camarades de cellule. Ouais, il avait cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui était sa maladie, qui le forçait à avoir une vision assez hardcore, qu'il retranscrivait dans ses raps. Et il a toujours eu pire que des bifs, c'est-à-dire il a eu le plus gros bif qu'aucun rappeur. Parce qu'il a pas écrit qu'un bouquin de cuisine, il a écrit aussi un bouquin sur sa vie où tu vois le nombre incalculable d'embrouilles, de bifs qu'il a eu sur disque et hors disque avec Kef Murray, avec Nas, avec toute sa avec génération, Tupac, avec Jay-Z, Mais ce qu'on remarque par rapport à d'autres rappeurs, c'est que tous ces bifs se résument à la fin par une entente avec l'adversaire, c'est-à-dire que même si des gens sur le moment avaient envie de le tuer, ils reconnaissent tous son talent, ils reconnaissent tous la place qu'il a dans New York et ils lui reprochent un peu ce qu'on reproche à certains rappeurs ici en France, c'est-à-dire que il est pas vraiment issu du Queens. Enfin, il était. J'en parle au présent. Excusez-moi, je peux pas m'en empêcher. Mais T'es ému. Non, franchement, ce mec fait quelque chose. Ce mec, à un certain moment où on nous faisait danser avec des vêtements de toutes les couleurs, c'était l'époque Fresh Prince, etc. Qu'on aimait. Je n'ai rien à redire là-dessus. Mais il m'a apporté une vision qui était vachement beaucoup plus proche de mon Saint-Denis dans lequel je vivais que tous les autres rappeurs que j'ai pu écouter avant. Nas à la limite c'était romantique à côté quoi. Bah tu mets du Mobb Deep dans un mariage ou un truc comme ça marche pas du tout. Les gens dansent pas. Mais mets du Mobb Deep en traversant Saint-Denis ou le 93 et tu vas voir que t'as l'impression que c'est la BO du quartier quoi. Tiens Marie, t'as pas beaucoup la parole. Qu'est-ce qu'on écoute comme musique dans les sex shops ? Justement, c'est là où le bas blesse, c'est vraiment un calvaire, c'est-à-dire qu'on est soumis au goût douteux des chefs du magasin, donc ils sont 4. Il y en a une qui écoute que de la musique latino, l'autre qui est un peu entre les deux, l'autre qui écoute que de la musique française, et l'autre qui a à peu près des bons goûts, donc on passait pas mal de choses type MC Solar, un peu de NTM. Je suis sûr que c'était la musique de Dixa, ça. Mais malheureusement, il y a souvent, comme on n'est jamais d'accord, ils finissent toujours par mettre des trucs de merde et donc ça écoute Voltage et ça écoute Maître Gims quoi. Voltage était bien à l'époque. Nous, regarde, on va te mettre un disque que t'aurais dû écouter normalement en sex shop. Et après, on parlera de ton bouquin. Vas-y, mets-le moi. Le petit disque qu'il faut. Are you down with it? I arrived at a house, knocked on the door, not having no idea of what the night had in store. I'm like a dog in heat, a freak without warning, not having appetite for sex. 'Cause
Vous voulez fermer vos gueules, bande d'abrutis? Vous voulez que je descende? Non mais c'est pas vrai, plus moyen de pioncer. Et c'est toujours Get Busy Show qui continue et que vous suivez avec passion depuis tout à l'heure. Donc on en arrive à notre premier invité qui est Marie d'Empoigne, qui est là parce qu'elle vient sortir un livre qui s'appelle Et ça se met où, avec ce légendaire petit canard qu'on connaît tous. Là vous êtes en train de faire genre. Non, je connais pas. Je comprends pas l'histoire du canard. C'est quoi? C'est par rapport à du foie gras? C'est un élevage landais, c'est ça? Les menottes je comprends, mais canard je vois pas. Donc Marie, on peut dire que c'est une sorte de recueil de chroniques, voilà, de petits instants de vie de vendeuse de sex shop. Exactement. Alors avant d'en arriver là, moi j'aurais voulu savoir c'est quoi l'entretien d'embauche pour travailler dans un sex shop. Ils m'ont demandé si j'étais à l'aise avec le sujet, il fallait parler cul, il fallait savoir si j'étais à l'aise. J'ai dit Est-ce que t'as répondu une annonce ou c'est par piston ou comment ça se passe? Non, j'ai un stage Pôle emploi. J'ai tout simplement vu l'affiche sur la devanture du magasin, je suis passée devant, je suis rentrée, j'ai eu de la lumière, je suis rentrée et tout de suite. Par hasard. Bah oui, j'ai envie de dire c'est une coïncidence et je suis rentrée, et le chef m'a parlé et puis voilà. Parce que moi tous les sex shops que j'ai fait, j'en ai fait quand même quelques-uns, c'est que des hindous à l'intérieur. Puis souvent t'étais interdit après. Il y en a ils sont interdire casino, moi je me faisais interdire sex shop. Ces employeurs-là recherchent spécifiquement des femmes ou est-ce que oui. il y a non, t'as tes chances, hein, tu peux où est-ce que je dépose mon CV, enfin voilà. Voilà, mais effectivement. Il y a une forte demande chinoise en plus, donc tu peux de clients. Même les invités me vannent. Non, mais ouais, c'est expressément féminin pour accueillir notamment les gens. C'est un peu plus facile d'aborder une femme et un homme aussi d'ailleurs, c'est plus simple. Les hommes ont cette tendance à être un peu moins subtils que nous, les femmes, excusez-moi. Mais parler de sujets féminins... Je trouve que tu dis que de la merde, franchement. Tu te permets des choses. Non mais c'est vrai, parler d'un clitoris, d'un vagin, quand tu sais qu'en Afghanistan, t'aurais lapidé pour moins que ça. Non, ouais, c'est clair qu'une nana m'est plus à l'aise, mais je vois pas pourquoi spécifiquement on aurait besoin d'une nana. Non, ça fait de belles plantes aussi, ça fait produit d'appel. Je veux dire, c'est pas simplement parce que t'es plus alors à l'aise, si tu crois que quand tu vas acheter un truc, tu pars avec la vendeuse. Non, mais ça, je sais pas, tu vas peut-être confirmer ou pas, mais que je pense qu'il y a des clients qui doivent penser que la vendeuse peut éventuellement faire. Voilà. On te l'a déjà proposé, me semble-t-il. Et on m'a proposé que 150 €, j'étais très déçue. Je vaux un peu plus quand même, je crois. Une petite fêlure narcissique. Mais à ce tarif-là, t'aurais mieux fait de voler des godes et de les revendre au marché. Combien de fois par client? C'est-à-dire que sur une centaine de clients, combien de fois? Une dizaine de fois. Quand même. Tous les 10 clients, il y en a un qui tente sa chance. Qui tente le coup. Et du coup, ça facilite un peu l'échange avec les clients, d'où effectivement les anecdotes ou peut-être des échanges que tu as eu, que tu as retranscrits dans ton livre. D'être à l'aise avec le sujet, oui. Ouais. C'est sûr que de parler librement de sexualité, ça engendre des échanges assez sympas et ouais, c'est sûr. Parler librement de sexualité, c'est une chose, mais là, il y a tout un côté technique. Il faut connaître oui, tous les produits, les spécificités. Donc, comment tu as appris? Elle a été formée par les technico-commerciaux. J'ai un master d'université en sexologie et en sextoy, donc voilà, oui, bien sûr. Mais qui dit c'est vrai avec l'âge. Putain, moi j'ai fait un BEP compta. L'orientation dans le 93, c'était elle est naze. Non, après c'est pas compliqué, c'est de la logique pure. On comprend comment ça fonctionne et on l'applique à tous les autres sextoys quand ils sont pareils. Un truc à double stimulation, c'est clitoris vagin, c'est pas pour autre chose quoi. Mais il y a quand même des objets qui sont quand même assez dingues quand même. Ah oui, ça c'est sûr. T'as découvert des choses que tu connais. Des pratiques même qui sont dingues. Des pratiques assez incroyables, des jouets assez particuliers. Voilà, moi je sais que Marie m'a fait voir des photos. Comment ça s'appelle le truc avec la tige? Ah, la tige à urètre. Voilà, tige à urètre. Alors, tu vois, je vois Woody qui fait comme ça. Non, mais parce que. Je préfère qu'on parle de la maladie de Prodigy. Il fait du pop locking. Non, mais parce que, en plus, tu vois, le truc, ça a pas le diamètre d'une allumette, quoi. C'est complètement fou. Je sais pas, Marie nous en parlera peut-être mieux, mais. Ça peut aller d'un cure-dent à un cierge. Marie, toi, tu as un master en urètre. Un cierge? Ouais, ça peut être des trucs gros comme ça.
Et voilà, c'est un plaisir inavoué, l'urètre, sûrement. Messieurs, écoutez, je vous invite à essayer. Quel est le panier moyen d'un client Le panier moyen, c'est ouais. des gros. Enfin, c'est souvent des petits paniers. Malheureusement, les clients sont assez pinces. Ça déborde souvent du panier. Ouais, mais je dirais entre 30 et 35 euros, une quarantaine d'euros. Toi, Musul, qui avait acheté un avant-bras en plastique. Non, mais si tu fais, c'était exactement, c'était un anal intruder. C'était le truc dans Top Secret là où tu tournais là, ça fait avec le bras. Tu vois cette scène ou pas? Ouais, parce qu'il y a les trucs aussi, il y a... point. Non, tu sais, t'as les fuck machines là, et ça ressemble à des perceuses avec des c'est Black et Decker, tu peux changer les têtes en fait. Voilà. Sinon, la pire des pick-up lines, t'es pu entendre en tant que vendeuse dans le magasin. Non, c'est gentil quand même, c'est pas la pire. Mais donc tu vois, mais ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu fais aussi. On le demande à l'hôpital aussi, tout ça, tu vois. La présence féminine aussi, elle se justifie par ça, tu vois. Il y a un côté excitant aussi pour le client. Ouais. Je veux dire, j'imagine que si Eros il était derrière le comptoir, ils vont pas lui demander s'il a une culotte ou pas. Tu vois, donc c'est un peu. Bah, ça m'arrive. Puisqu'ils auraient vu qu'il était en string de toute façon. Mais quand t'es par exemple, c'était quoi tes horaires? Tu travaillais le soir? 18h, 2h du matin. 2h du matin. Et t'étais seule dans la boutique? Avec les meilleurs à ce temps-là, je Non, pense. j'étais la seule fille. On était 5. Et 4 hindous? Non. Les Antillais, Qu'est-ce que t'as contre les hindous? Je dis tous les sex shops à New York. Tu veux vraiment mettre des hindous dans tous les sex shops? Non, mais là où j'étais, c'est une institution, donc ils ont pas. C'était au sexodrome? Elle a pas le droit de citer le marque. Non, je ne. Voilà. Il y avait plusieurs étages. C'est ça. C'était au sexodrome. Mais du coup, moi, dans ce bouquin, j'ai quand même appris que les cabines n'existaient plus. Et oui. Ça fait très longtemps que je suis pas allé dans un sex shop, je suis désolé. Repose en paix, petite cabine, Ouais. oui, malheureusement. Elles ont été enlevées parce qu'elles attiraient une clientèle, une faune un petit peu trop glauque pour les clients du magasin. Et du coup, par contre, c'était hyper rentable et du coup, les chefs l'ont enlevé avec un peu de regret. Mais qu'est-ce qui est glauque pour un sex shop? Mais en plus, je connaissais, enfin, j'avais déjà rencontré les gens. Oui, un ami t'a raconté qui connaissait quelqu'un qui allait dans un sex shop. Écoute, si tu veux une anecdote, si tu veux une anecdote, c'est qu'à un moment, je cherchais un éditeur. Et dans Get Busy, il y avait un mec qui s'appelait Paul et il connaissait les patrons du sexodrome qui après sont reconvertis. Déjà qui avaient de la presse de cul en plus de tout ça. Ils avaient plusieurs sex shops sur Pigalle. Donc ils avaient une quinzaine de magazines de cul avec des casettes ça. Et ils voulaient se redonner une image clean et ils ont lancé un magazine de santé, genre Top Santé, quoi. Ils ont sorti ça. Et voilà, eux ils avaient des anecdotes aussi sur les célébrités, les hommes du monde politique qui allaient là-bas, qui avaient des pratiques un peu. Ah bah Marie en a aussi dans son bouquin, mais elle ne balance pas. Bah, je monnaie, le secret professionnel, ça va bien. Non, mais bon, on a compris qu'il y avait des acteurs, un pianiste. Un pianiste. Il y avait Richard aussi... Lederman. Michel Petrucciani. Michel Petrucciani. Non, mais j'ai eu un animateur d'une émission scientifique que j'aimais beaucoup étant petite. Oh, ça a dû briser ton rêve. Je lui ai vendu un plug anal, ça m'a fait. Aïe aïe aïe. Oh non, mais je vois. Égal MC2. Demain matin. Non. Oui, non. C'est compliqué. Le mec dans le camion. Alors, Jamy. Jamy. C'est Jamy. Alors, comment ça s'utilise? Un code, comment ça marche? Ça, Jamy. Eh bien oui, la dilatation, ça existe. Bon. Et les rappeurs J'ai eu des gens de la musique. disons, première consultation, on va dire. Ah ouais, bon. Pas très surprenant. Il a acheté quoi par contre? Ça peut être surprenant. Ah, je balance pas. C'est bon. Mais Alors pire, écoute-moi c'est pire bien, que sur les la tête de ma mère, tu dis pas tout, tu sors pas d'ici. Qu'est-ce que achetait Doc Gynéco dans votre sexodrome? Dans mon souvenir, c'était des pilules. Ah, il veut faire grossir son zizi. Bah non, enfin, Un peut-être extender qu'avec, pump. toute la bœuf, ça doit Oh zut. amollir l'engin. Et quelle est la proposition la plus indécente que tu as? Ah, alors ça, j'aime beaucoup cette question. Je dirais Tu la croyais unique ta question. Pas forcément plus indécente, mais la plus rentable, disons. C'était un mec qui est venu rentrer dans le magasin en me demandant si je pouvais le fister pour la modique somme de 3 000 €. Et donc j'ai refusé parce qu'il fallait aller chez lui, c'était bizarre, mais je l'aurais fait si c'était dans le magasin. Et donc après il a augmenté les enchères et c'est passé à 6 000 €. Et je m'étais dit putain, je peux quand même payer mon école quasiment à la force de l'avant-bras. Voilà, c'est ça. En mettant un point d'honneur à réussir ce truc, j'aurais pu vraiment. En étant indiscret, tu sais que t'aurais pu acheter combien par mois là-bas? Un peu plus du SMIC. Avec des primes, je faisais genre 1006. Ok. Donc le mec Non mais tu te rends compte que sur un coup de poing, t'aurais pu acheter un T-Max d'occasion. Hein juste pour que le mec il soit ton tas taillé pendant 5 minutes.
Voyons les petits enfants. Mais on en parlait. De toute façon, dans une relation, il faut toujours une mise au point. À un moment ou à un autre. On en parlait en antenne. Effectivement, des célébrités, des gens qui ont une forte notoriété, sont venus eux-mêmes dans ton magasin et on se posait la question pourquoi ils n'envoient pas des gens à leur place, parce que effectivement ils ont peut-être une certaine notoriété à préserver. Quelle est ta vision là-dessus? Moi j'ai envie de croire que c'est parce qu'ils assument leur sexualité et que voilà, c'est pas honteux d'acheter un plug anal, après tout on fait ce qu'on veut de son cul, mais voilà, j'ai envie de croire plutôt ça, parce que après je pense pas que ce soit si t'es acteur français, non. Si t'es rappeur français, c'est un peu plus gênant. Ouais, il y a certaines professions. Mais il y a des rappeurs qui font acteurs. Oui. Beaucoup de rappeurs devant les caméras, c'est facile. Est-ce que ça se vend encore les DVD? Ouais, c'est en grosse baisse, mais ça se vend toujours. Il y a toujours le rayon DVD avec des trucs mais abominables, comme j'ai jamais vu, des trucs avec des femmes enceintes, avec des animaux. Mais c'est ça par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et le fait qu'ils ont enlevé les cabines parce que c'était trop glauque. C'est un argument un peu fallacieux, un peu hypocrite, parce qu'au final, c'est glauque à la mesure de l'offre. Ouais, mais là il y a un côté, prends le DVD et va le regarder chez toi, fais pas les saloperies ici. C'est ça, je suis complètement d'accord, parce que la cabine c'est prends ton DVD, va te palucher, va en mettre partout dans la cabine et après il y a quelqu'un qui va nettoyer derrière toi. Toi? Non, non, il se démerde le mec. Un hindou. Non, mais c'est quand même assez particulier. Et puis ça, en fait, c'est pas tant que le mec se paluche dans sa cabine, dans son film, c'est que ça amène de la prostitution, ça amène des clodos qui vont dormir dedans toute la journée, voilà. Donc après, pour une clientèle un peu plus respectable, on va dire, parce que le cœur de cible maintenant, comme on dit ici, ça va être plutôt une clientèle un petit peu bobo parisienne, essayer de séduire un petit peu ces gens qui ont plus de pouvoir d'achat que le traîne-patin du boulevard de Clichy qui va chercher à faire sa passe. Donc voilà, c'est pour ça que ça a fermé, c'est dommage, certes, mais en même temps c'était quand même bien glauque. Et en règle générale, il y a un gros travail de ces magasins-là, les plus respectables en tout cas, pour au niveau marketing attirer ces gens-là. Oui, mais alors là où ça m'énerve, c'est que par exemple il y a une chaîne qui s'appelle Le Passage du Désir. C'est une chaîne de sex shop un petit peu plus feutrée, on va dire, et ils font que des godes genre très design. Love shop comme il est voilà, Love Store et tout ça, et en fait c'est que des godes hyper design, voilà, sans gluten. C'est ça, sans gluten, non testé sur les animaux. Enfin non, mais on oublie la fonction principale. Oui, mais il y a une recherche d'une clientèle premium. Et la dilatation. Donner un peu de valeur aux produits, etc. Oui, mais moi je préfère travailler dans un magasin où on a tout, où on a des trucs hyper réalistes, des trucs énormes, des trucs design. Je préfère être là-dedans que dans un truc où j'ai que des trucs pour les nanas qui ont peur de... C'est comme le rap, c'est mieux quand il y a différents styles, quoi. Tu connaissais pas ce monde-là avant d'avoir postulé et maintenant tu préfères travailler. En fait, t'as quand même kiffé de travailler là-dedans. Ouais, j'ai beaucoup aimé en fait, mais je connaissais les produits parce que je suis quelqu'un d'assez curieuse. T'es curieuse. Tu te rends compte que nous à l'époque on avait que le catalogue de la Redoute. T'étais une cochonne avant et t'as voulu travailler dans un truc de cochonne. C'est tout. Si on peut lier l'utile à l'agréable aussi, c'est pas mal. Mais non, du coup, je connaissais un domaine dans lequel tu t'arrives. Ouais, c'est ça. Mais en plus, ça permettrait de rencontrer pas mal de gens, pas que des tarés aussi. Il y a beaucoup de gens très simples qui ont juste envie d'un bon conseil sur un produit à acheter, quoi. Après, et t'as essayé combien de produits en général? T'as tout essayé pour... Est-ce que t'as essayé tout pour l'urètre? Oui, bien sûr, grande amatrice. J'ai essayé sur des autres, sur des hommes. Je sais pas, c'est pas très quantifiable. C'est difficile. Non, faut connaître le produit, je veux dire, faut savoir. J'ai dû tester, je sais pas, une cinquantaine de trucs. Ce qui est fou, c'est quand même sur une vendeuse sex shop, tu dis ça, alors que t'iras jamais voir le mec de Darty pour lui demander s'il a testé toutes les machines et qu'il vend vraiment la meilleure. Jamais tu me demandes. Ouais, tu l'as chez toi, jamais tu feras ça. Tu vois le mec arriver avec sa chemisette, il sort son truc et puis tu lui fais confiance, il te note la référence, tu vas la prendre au stock. Ouais, tu sais déjà ce que tu veux quand tu rentres dans le magasin. Mais alors du coup, l'idée du bouquin, c'est arrivé comment? C'est un truc que tu consignais les petites histoires de ton côté et tu t'es dit je vais contacter un éditeur? Je gribouillais 2-3 trucs, histoire de pas oublier, enfin les histoires vraiment marrantes, je les écrivais et en fait dans le boulot, un jour un de mes collègues qui écrivait pas mal de bouquins avec cet éditeur m'a dit il faut que je te présente l'éditeur. Ça s'est fait comme ça autour d'un café et le mec a lu 2-3 trucs que j'écrivais, il m'a dit ok banco, je te fais un contrat, j'ai signé et c'est parti. Et au niveau, excuse-moi, je rentre dans la vie privée, comment tu gères? Et il s'excuse du genre. C'est quoi ton 06 Moi, ma nana part travailler dans ce truc-là tous les matins. Je sais pas, ça coince. Je te dis honnêtement, ça coince. Comment tu gérais Bah non, je gérais bien. À sortir avec un ado. Non mais par contre on en parle, mais ils sont vraiment chelous parce qu'ils venaient dans le sex shop et ils t'observent et tout, et en fait ils te font dire des trucs hyper salades, genre ils pointent le truc et ça c'est quoi? Tu parles des hindous ou Les hindous.
Et en fait, ils mataient de l'extérieur du sex Et tant que shop. t'as pas acheté un cornet de marron, les mecs ils restent. On fait pas les barbecues à l'intérieur. Et ils te jettent des billets et le billet il grimpe comme ça au mur. Alors, tu sais, des godes gonflables qui rebondissent là. De la lumière et tout. T'as sorti un Est-ce qu'ils bouquin. veulent des godes qui tournent et qui chantent la lambada? Les hindous. Donc t'es arrivé à Non, gérer. bon, du coup, ça se gérait plutôt bien. C'est pas comme si je faisais le trottoir. Non, voilà. justement, mais Et après, c'est un sujet qui fait marrer plusieurs. Les mecs, souvent, c'est plutôt un point positif de dire je travaille dans un sex shop et du coup, j'ai des échantillons. Et niveau famille, parents, je bosse dans la vente. Ils l'ont très bien pris, tous bien pris. Après, ils sont venus me voir, mais ils sont pas non plus allés voir les produits, quoi. Ils sont restés derrière la caisse en disant oui, on voit, c'est très bien, on est content. Mais ils sont pas rentrés non plus. T'as sorti un bouquin, on est à l'heure numérique, pourquoi ne pas avoir fait un blog par exemple où les publications seraient quotidiennes? Ça a commencé par un blog en fait, j'ai commencé par écrire sur un blog qui s'appelait Rayon X. Et puis après en fait je l'ai enlevé parce que j'allais publier dans un bouquin et en fait c'était vraiment un truc que je faisais pour moi, je l'ai absolument pas partagé. Et donc là c'était un peu prendre le contre-pied d'écrire un bouquin et qu'il soit lu par tout le monde. Bon, moi je propose qu'on écoute un disque si ça se dérange. Oui. Et que tout le monde se calme avec le porno, d'accord? Encore. Ouais, parce qu'on en a bien parlé par rapport à Prodigy quand même. Parler trop de cul, allez. Un disque en rapport quand même. La funk.